Ici, dans le Marais, les pierres ont une mémoire aristocratique, fastueuse, parfois oubliée. Dans cet épisode de Chroniques parisiennes, nous allons parcourir le plus grand ensemble d'hôtels particuliers d'Europe, comprendre pourquoi ils sont nés ici, comment ils fonctionnaient et comment ils ont survécu jusqu'à devenir les musées, les institutions, les archives que nous connaissons aujourd'hui. Bienvenue dans l'épisode « Le Marais des hôtels particuliers ». Le Marais devient un quartier nobiliaire pour une raison simple, la présence royale. À la fin du Moyen-Âge, Charles V installe sa résidence dans ce secteur, l'hôtel Saint-Paul, aujourd'hui disparu. Les nobles, les officiers du roi et les grandes familles cherchent alors la proximité politique et sociale. Ils construisent donc leurs hôtels particuliers à quelques minutes des lieux de pouvoir. Et puis vient la grande rupture, la création de la place royale, notre place des Vosges. On l'inaugure en 1612 et c'est un choc esthétique. Une place unifiée, régulière, pensée. Un modèle d'urbanisme à la française. Les familles aristocratiques se pressent pour acheter des terrains aux alentours. C'est l'effet boule de neige. Plus la noblesse vient, plus d'autres nobles s'installent. Résultat, de 1600 à 1650, le Marais devient le quartier le plus prestigieux de Paris. Une concentration d'hôtels particuliers absolument unique en Europe. Comment fonctionnait un hôtel particulier ? Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas un petit château urbain. C'est une machine sociale, une architecture hiérarchisée, pensée pour organiser les rapports de pouvoir, le service, la représentation. Un hôtel particulier respecte un principe presque immuable. Pour l'hôtel de Sully, le modèle que l'on pourrait qualifier de parfait, on trouve une cour d'honneur, espace de parade, où le visiteur comprend d'emblée le rang du propriétaire, le corps de logis, la partie noble, alignée sur l'axe de la cour. Le jardin, symbole de prestige et d'otium, espace d'agrément à l'arrière, discret mais essentiel. On entre, on traverse, on découvre. Tout est progression, mise en scène. Dans un hôtel particulier, rien n'est neutre. Prenons l'exemple de l'hôtel de Soubise, qui appartient désormais aux Archives nationales. Il est situé au coin de la rue des Francs-Bourgeois et de la rue des Archives. L'hôtel se composait d'espaces d'apparat, grands salons, galeries, appartements de parade, et des espaces privés, plus resserrés. Ici, nous voyons le cabinet de l'hôtel Colbert de Villasserre, remonté au musée Carnavalet. Les boiseries sont un témoignage exceptionnel des décors du milieu du XVIIe, caractéristiques du style Louis XIII. Les lambris sont divisés en panneaux, ornés d'un motif décoratif. Un paysage, un animal, une créature fantastique ou des fleurs. Toujours au musée Carnavalet, le salon d'un hôtel particulier parisien du XVIIIe, aujourd'hui disparu. Les boiseries, les meubles et les objets évoquent les loisirs des nobles. Jeux de société, discussions, musique. Derrière ces espaces, une véritable ville parallèle s'organise. Cuisine, office, écurie, logement du personnel. La noblesse vivait entourée, servie, observée. Et puis il y avait la fonction principale, montrer le rang. Un hôtel particulier servait autant à vivre qu'à recevoir. On y accueillait magistrats, ambassadeurs, hommes de lettres, familles prestigieuses. Chaque choix architectural était un message. Une façade sculptée affirme l'ancienneté de la lignée. Une cour immense signale la richesse. Une galerie décorée, un escalier démesuré dit l'ambition. L'hôtel de Sully, construit à partir de 1625 pour le financier Mesme-Gallé, puis acheté par le duc de Sully, résume le style du Marais. Cour d'honneur, décors sculptés, jardin.
salon ouvrant sur la place royale. Ici, la vie aristocratique se donne en spectacle. L'hôtel Carnavalet, lui, raconte une autre histoire, celle du temps long. Construit au milieu du XVIe siècle, remanié par Mansart, décoré par Coxvox, et aujourd'hui devenu le musée de l'histoire de Paris. Un hôtel particulier, c'est une transformation, une adaptation. Début XVIe, l'archevêque de Sens, Tristan de Salazar, fait construire une demeure fastueuse, l'hôtel de Sens. L'ensemble fait penser à un château fort avec ses tourelles d'angle, le porche gothique, la voûte d'entrée et les hautes fenêtres parées de blasons magnifient l'ensemble. Il resterait environ 120 hôtels particuliers dans le Marais. Rue Charles V, l'hôtel de Brinvilliers du début XVIIe, devenu célèbre avec la marquise empoisonneuse. Rue de Turenne, l'hôtel d'Équevilly, avec une hure de sanglier sculptée sur le porche et des têtes de chiens décorant le heurtoir. L'hôtel de Ré, début XVIIe, qui tire son nom de la famille des ducs de Ré. L'hôtel d'Albret, fin XVIe, rue des Francs-Bourgeois. L'hôtel de Jaucourt, l'hôtel de Marie, et des dizaines d'autres encore. Au XVIIIe siècle, tout bascule. La cour quitte le Marais pour le faubourg Saint-Germain. Les hôtels particuliers deviennent trop petits, trop sombres, trop contraints. Le Marais se démode. Pendant un siècle, c'est l'abandon. Les hôtels sont divisés, loués, parfois transformés en ateliers. Certains hôtels disparaissent purement et simplement. L'hôtel de Sens est dans un état lamentable. La renaissance du Marais passe par un geste fort. L'installation des archives nationales en 1808 dans l'hôtel de Soubise, puis dans l'hôtel de Rouen. La République prend possession du patrimoine aristocratique. Elle le sauvegarde, le restaure et surtout, elle lui donne un rôle public. Mais la véritable résurrection se déroule dans les années 60. Avec la loi Malraux de 1962, le Marais devient le premier secteur sauvegardé de France. On restaure, on protège, on redonne vie. Édifié fin XVIe, début XVIIe, l'hôtel de Lamoignon, acquis en 1928 par la ville de Paris, devient la bibliothèque historique de la ville de Paris 40 ans plus tard. L'hôtel d'Onon de la fin XVIe devient le musée Cognac-G. Et l'hôtel Salé accueille aujourd'hui le musée Picasso. Ces hôtels particuliers ne sont plus des demeures aristocratiques. Ils abritent des musées, comme le musée Carnavalet. Des institutions publiques, comme la bibliothèque Fornet dans l'hôtel de Sens. Le tribunal administratif de la ville de Paris dans l'hôtel d'Aumont. Le centre culturel suédois dans l'hôtel de Marie. La maison européenne de la photographie dans l'hôtel Hainaut de Cantobre. Des écoles comme l'hôtel de Gourgues, rue de Turenne. Tous ces hôtels sont devenus des acteurs du quotidien de Paris. Le Marais est un quartier de transformation. Ces hôtels particuliers ont connu le faste, l'abandon, puis la Renaissance. Et aujourd'hui, ils racontent une histoire, celle d'un patrimoine qui n'a jamais cessé de vivre. Dans le prochain épisode, on partira à la rencontre d'un autre visage du Marais, celui de ses religions, de ses communautés, de ses spiritualités. À très vite dans Chroniques parisiennes.